Vous le savez tous, sur Intercut, on aime beaucoup les films oubliés, méconnus, un peu passés à la trappe dans la grande histoire du cinéma. On aime aussi beaucoup le cinéma un peu déviant, le cinéma un peu étrange, un peu absurde. Et quand je dis on, je parle de vous et moi, parce que je suis sans doute le seul youtubeur à faire plus de vues quand je parle de Angst ou de Caligula que quand je parle de Star Wars et Batman, vraiment. Et c'est aussi pour ça que je vous aime. Mais du coup, je me suis dit, bon, écoute, dans ce cas-là, on va leur donner de l'extrême. Trouve-leur des films complètement fous, des films étranges, des films qui vont leur rester en tête un long moment, qui vont les hanter un long moment. C'est ce que j'ai fait, je me suis mis à la tâche, et j'ai trouvé des films qui ressemblent à rien de connu. Vraiment, des films alors il y en a pour tous les styles, il y en a pour tous les genres, toutes les époques, et croyez-moi, vous allez vous régaler, bande de petits freaks que vous êtes. D'ailleurs, je sais aussi qu'il y a beaucoup de weirdos qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont pas abonnés, faut s'abonner à cette chaîne les amis. On vous trouve des pépites du cinéma oublié toutes les semaines. C'est parti pour ces films étranges que vous n'oublierez jamais. Et pour commencer cette plongée dans un drôle de cinéma, je vous propose d'aller directement dans les années 70, pourquoi pas. On le sait, les années 70, années folles, années d'une liberté totale où les contraintes, même les contraintes artistiques, pètent complètement les unes après les autres. Et ça tombe bien parce que ça, c'est tout le programme de cette petite folie que je vous ai trouvée. Une coproduction franco-italienne qui s'appelle Baba Yaga. Bon alors ici, pas de John Wick, pas de sorcière russe qui vit toute seule dans la forêt. Non, ici on va suivre une jeune photographe qui vit dans une espèce d'élite dans le milieu artistique et intellectuel et qui croise la route d'une femme étrange, d'une femme presque irréelle, sorte de bourgeoise fantomatique qui vit complètement en marge du monde, en marge de la société et qui se fait appeler Baba Yaga. Et après cette rencontre, notre cher photographe va commencer à dériver un peu, à être complètement obsédé par Baba Yaga, à la voir partout, jusque dans ses rêves de plus en plus érotiques, jusque dans son quotidien qui se charge d'images hyper sexuelles et hyper troublantes, hyper violentes. Et du coup, évidemment, ce quotidien, ce réel devient de plus en plus trouble. Bref, ce programme-là, c'est tout ce qu'adorent les années 70. Et ça nous promet pas mal de folie visuelle, tout ce programme-là. Et effectivement, tu vas en avoir. Entre fantasmes érotiques, dérives un peu psychanalytiques, séquences horrifiques ultra colorées, typique du giallo. Ça part un peu dans tous les sens, ça mélange les tons sans prévenir, et il y a une vraie énergie, une envie de tout tenter qui clairement t'hypnotise un peu. Valentina. Franchement, moi j'adore la folie qui caractérise ce film, cette énergie, ce montage, ça cherche à te perturber en permanence, principalement évidemment dans les séquences oniriques, avec des fragments d'images, avec des photos figées incrustées, avec des souvenirs déformés, des inserts quasi expérimentaux. Franchement, c'est un film qui est pensé pour péter tous tes repères, pour jouer aussi beaucoup avec toi, visuellement, mais même au niveau sonore. Je veux dire, tu vas avoir des nappes au synthé ultra dissonantes, presque drones, des nappes hyper agressives, puis d'un coup, ça se transforme en petite nappe toute douce, toute mélancolique à la Twin Peaks. Ça aime en fait te déstabiliser et il y a aussi le mélange qui fonctionne, on le sait qu'il fonctionne, on sait que c'est un bon mélange, le mélange érotisme-horreur qui ici fonctionne du tonnerre, tout en évitant le piège qui était bien réel de l'ultra kitsch. Alors attention, c'est pas parfait tout le temps, c'est parfois même franchement assez bancal techniquement, pas toujours maîtrisé, mais est-ce que je veux de la maîtrise dans ce genre de film ? Pas tant. Tant que c'est toujours vivant, tant que c'est toujours surprenant, moi c'est ce qui m'intéresse. Et croyez-moi, Baba Yaga, c'est un très très bon moyen pour moi de donner le ton de cette sélection. Et je vous propose pour le deuxième film un petit bond dans le futur, et on va aller en 2004. Un film que je connaissais pas, qui a capté mon attention, mais direct, pour deux raisons. D'abord son pitch, que je vais vous raconter, qui est un drôle de pitch quand même, et puis, tout simplement, le nom de son réalisateur. C'est juste le papa de Tetsuo, Shinya Tsukamoto, patron absolu du cyberpunk. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'il réalise en fait 20 ans après avoir révolutionné le monde du cinéma et avec ce mouvement cyberpunk né de Tetsuo, après avoir pondu une pure folie biomécanique ultra chaotique. J'ai pas été déçu en fait. Ce film, il s'appelle Vital.
Et c'est qui m'aurait fait chialer le con, hein, et qui confirme sa place de cinéaste absolument génial dans mon cœur. Vital nous raconte comment Hiroshi a perdu la mémoire après un terrible accident de voiture qui a coûté la vie à sa petite amie. Il essaye de réapprendre à vivre et il reprend ses études de médecine où il apprend la dissection et il se retrouve à disséquer, vous le sentez venir, son ex-copine décédée. Glauque. Oui, glauque. Et très vite, le film glisse vers quelque chose de profondément mélancolique, avec un jeu sur le spectral, enfin on est sur un film de fantôme en vrai, hein, avec ses souvenirs qui reviennent, qui contaminent vraiment le présent. Et je pense que le Tsukamoto de 1980 aurait fait une folie hyper viscérale, hyper organique de tout ça. En fait, c'est assez fascinant de voir l'évolution de ce cinéaste, parce que là, le film qui te pond est un film très tendre en fait. Très flottant, très doux, très fantomatique, où chaque bribe de mémoire est l'occasion d'un moment hyper émouvant. Et clairement, avec Vital, Shinya Tsukamoto, il prend tout le monde à revers, parce que exit les déflagrations mécaniques et visuelles de Tetsuo. Là, il te fait vraiment un film de fantôme beau à en chialer. Donc évidemment, tu dois adapter ta mise en scène aussi à ce que tu racontes. Et en 20 ans, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête, ça se voit. Tu sens que le gars a grandi, tu sens que le gars a mûri, un peu une évolution à la Cronenberg aussi, j'ai envie de dire. Il a les mêmes thématiques, puisque concrètement, History of Violence parle de la même thématique que Vidéodrome, hein. Mais en fait, il a les mêmes thématiques, il a les mêmes obsessions, mais il y a eu un gain en maturité qui se voit dans la précision de la mise en scène, en fait. Ici, terminer la caméra épaule chaotique, place à des plans qui sont majoritairement fixes, qui vont s'étirer, avec une photographie bleutée et légèrement voilée qui est très lumineuse et beaucoup plus travaillée que ce à quoi on peut s'attendre. Lui qui était ultra fan de capter les moments sur le vif, là on est vraiment sur de la photographie de plateau. Et le but pour notre héros, c'est de reconstituer sa mémoire, de remonter sa vie, de se servir des morts pour lui-même redevenir vivant. Faut un peu imaginer un Memento avec plus de maîtrise je trouve, plus d'intelligence dans l'écriture et puis une fragilité émotionnelle. Vraiment, moi je m'attendais pas à un film aussi magnifique thématiquement quoi. Et franchement, j'ai eu les frissons, j'ai eu les poils. Je m'attendais pas à voir ce fou du punk te proposer un récit aussi touchant, un récit sur la mort, une vraie méditation sur la mort en fait, et surtout sur ce qui nous rattache encore à la vie. C'est vraiment un vrai film de fantôme inattendu, fragile, vraiment une petite claque en vrai, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré découvrir pour cette chronique. Bon, alors on a fait 1973, on a fait 2004, si on continue à avancer pour le troisième film. Parce que là, j'ai un film très récent pour vous. Et je vais galérer à le décrire, celui-ci, je pense. Attendez, je vais déjà essayer de bien prononcer son titre, c'est déjà pas réussi. C'est un film d'horreur dano-suédois, qui est sorti en 2019, tout récemment vraiment, et qui s'appelle Kokodi Kokoda. Non, en fait, c'était pas si compliqué à prononcer, en fait, ça va. Et nous voilà enfin dans une petite fable comme je les aime. Bon, après, celle-ci, c'est pas la plus joyeuse que j'ai vue. On y suit un couple qui part camper dans une forêt suédoise après la mort de leur fille, histoire de recoller un peu les morceaux dans leur couple. Sauf que chaque nuit, il y a 3 apparitions qui arrivent vers eux et qui les attaquent. Un vieil homme en blanc, une sorte d'ogre géant hyper chelou et mutique qui trimballe un chien mort avec lui, et une jeune femme hyper bizarre. Et en fait, les voilà pris dans une boucle temporelle à la Edge of Tomorrow où ils sont condamnés à revivre chaque nuit l'attaque de ces 3 entités. Une boucle infernale, sauf que le couple ne va pas avoir la même façon de gérer cette boucle, qu'on devine être un peu une symbolique du deuil de manière assez évidente. Je veux dire, on va avoir le gars qui semble peu à peu, assez rapidement prendre conscience de cette boucle infernale, et qui du coup va essayer d'anticiper l'horreur, de s'organiser pour combattre, pendant que la femme va rester, elle, plus en dehors, plus déconnectée, incapable de trop assimiler dans sa tête cette panique constante. Donc oui, évidemment, métaphore sur les différentes manières de traiter le deuil, de vivre le deuil. Un deuil qui se rejoue à l'infini sans forcément réussir à trouver d'issue. Et pour filmer ça, il y a quand même, vous le voyez bien en quelques images, une forme sacrément spéciale.
Formellement, le cinéaste, il pousse vraiment le concept jusqu'au bout, parfois même jusqu'à l'épuisement, on va pas se mentir, parce que le montage, il est ultra répétitif volontairement, c'est le principe. Il varie à peine, en fait, donc on est vraiment bloqué dans cette clairière, et il y a ce trio d'antagonistes tout droit sorti de Inland Empire. Moi, là, je trouve que le trio d'antagonistes, c'est un gros point fort. Leur design, la manière dont ils sont réfléchis et pensés, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment les trois méchants loups, quoi. Enfin, c'est vraiment trois purs méchants de contes horrifiques. Et puis, il y a ce mélange étrange de ton, en fait, entre cette violence sèche qui surgit vraiment d'un coup, qui est parfois franchement sadique, qui est toujours contrebalancé par un humour noir assez absurde. T'es jamais confortable en vrai dans ce film, t'es toujours tendu, mal à l'aise, toujours crispé, toujours dans le brouillard, toujours dans le flou, et c'est un film qui est quand même assez radical là-dessus, et ça j'ai apprécié. C'est vraiment une expérience singulière, c'est une expérience dérangeante, c'est une expérience qui aurait peut-être mérité d'aller un petit peu plus loin de sa dernière partie, qui est un peu plus vide émotionnellement que la première heure où vraiment on te balance le concept hyper accrocheur et tu te régales, mais c'est une vraie belle proposition que je voulais absolument mentionner ici. Bon allez, on va revenir en arrière cette fois. Je vais vous ramener dans les années 80 les amis. On va aller en 1984, ok? Parce que vous trouvez peut-être que cette vidéo manque de gros mauvais goût assumé, de délire kitsch et de bande-son disco. J'ai ce qu'il faut. Bienvenue dans Forbidden Zone. Bon là c'est pareil, je sais pas trop comment je vais vous décrire le... Je sais pas trop comment je vais vous décrire le tintouin. On va se dire que les images seront assez parlantes. C'est réalisé par Richard Elfman, le frère de Danny Elfman, qui va du coup évidemment s'occuper de la musique d'ailleurs. Et ça nous raconte... ça nous raconte comment une famille découvre dans sa nouvelle maison un passage vers une dimension parallèle super bizarre, peuplée de créatures hyper grotesques, lubriques et complètement starbées, un roi nain complètement fou, une reine nymphomane, un homme grenouille hyper déviant, et puis tiens, même le diable lui-même, parce que pourquoi pas, et lui aussi d'ailleurs le diable est incarné par Danny Elfman, parce que bon, faut bien rentabiliser le frérot, et en fait c'est un pur délire punk, hein, en vrai ce film, qui enchaîne les situations la plus absurdes, et les idées sans même se demander si c'est des bonnes idées. Tant que les idées existent, il les a foutues dans son film, il s'en fout, même les idées les plus stupides sont immédiatement validées sans trop se poser la question de si c'est cohérent ou pas, et ça se voit, et... Moi j'aime bien en vrai, j'adore ça, parce que c'est précisément cette espèce de chaos total qui fait le charme du film. On est, oui, face à un truc hyper foutraque, c'est vraiment le concept de cette vidéo, vous allez me dire, un truc hyper imprévisible qui refuse toute forme de cohérence et qui privilégie vraiment l'énergie brute quoi. Clairement, c'est un film, on peut pas lui enlever, hein. C'est un film qui a énormément d'idées et qui a une vraie proposition de mise en scène. Alors faut accepter les décors en carton-pâte, les incrustations hyper artisanales, l'esthétique volontairement cheap, ce montage anarchique. Faut plutôt accepter de rentrer dans un espèce de cabaret punk macabre, un peu comme si Rocky Horror Picture Show avait été réalisé par un David Lynch de l'époque Eraserhead. Ça va plus loin que Rocky Horror Picture Show, c'est moins maîtrisé, mais c'est du coup plus gratuit et plus fou aussi. Faut pas y rechercher le film parfait, le bon goût, vous l'oubliez là, hein. Clairement, la subtilité... Tiens, mais par contre, le film a l'intelligence de durer 1h10, c'est la durée exacte, parfaite pour que tu rentres vraiment dans le délire sans te lasser à une seconde, impossible de s'ennuyer vraiment. Et puis moi je fais cette vidéo pour vous parler de ces films-là aussi quoi. Ces films qui assument en fait une liberté totale avec une pure absence de filtre, qui font qu'un film est un ovni, qui ne ressemble à aucun autre, c'est le cas de ce film. Et croyez-moi, si les images que j'ai montrées là vous intriguent, foncez sur Forbidden Zone, ça dure 1h10 et c'est vraiment à découvrir. Allez alors, pour terminer, on va aller en 1969, pour un gros morceau les amis, hein, chez nos amis japonais. Jamais les derniers quand il faut nous pondre des films d'horreur ou de genre très bizarres. Et là en dessert, j'ai quand même une sacrée pépite avec l'effrayant Dr Hijikata.
Là, je vais faire aussi attention à pas trop en dire. Je veux dire, je vais rester volontairement flou sur l'intrigue. Sachez qu'on y suit un homme interné dans un asile, un homme qui s'échappe, persuadé qu'il est au centre d'un complot gigantesque. Il se retrouve sur une île peuplée d'êtres difformes et monstrueux entre grands guillemets, mais physiquement monstrueux, dirigés par un médecin tyrannique, et ensemble, ils veulent se venger du monde qui les a mis de côté et ils préparent un gros plan machiavélique. Voilà. Et à partir de ce pitch qui paraît un petit peu classique sur le papier, ce qui nous intéresse ici en fait, et c'est pour ça que ce film est fort, le sujet le plus tabou de la société japonaise d'après-guerre mondiale. Sujet que Pluie Noire abordait, qui est un de mes films préférés, sujet que Pluie Noire abordait d'une manière absolument sublime, les mutilés, les difformés, les irradiés, laissés en marge de la société après les bombardements atomiques, complètement mis à part par une société qui voulait absolument tourner la page et faire comme si ça n'avait pas existé parce qu'elle est complètement traumatisée. Et pour filmer ça, et pour parler d'une thématique aussi forte, le cinéaste va un peu se camoufler derrière une pure folie visuelle. Une folie visuelle et narrative, parce que là, vraiment, narration volontairement labyrinthique, avec des retournements constants dans la narration. Je veux dire, les méchants, les gentils, ça change tout le temps. C'est vraiment ultra rythmé, et c'est toujours surprenant. Il y a vraiment un changement de point de vue, ça doit arriver 20 fois dans le film. Des personnages hyper ambigus, est-ce qu'on les aime pas, qui est le héros, qui est le méchant, qui est le gentil. Comme dans la vraie vie, en fait. Je veux dire, c'est un vrai sujet de société, ces irradiés, d'après Nagasaki et Hiroshima. En fait, peut-on vraiment vouloir à une société complètement traumatisée de les laisser de côté, même si c'est complètement horrible, même s'ils ont vécu la même chose qu'eux, parce que cette société a besoin d'exorciser le plus grand trauma de son histoire. Rien n'est noir ou blanc dans cette histoire-là. Il y a juste des victimes à des échelles différentes. Il y a une victime sociétale et puis des victimes personnelles, les irradiés. Dans ce film, c'est pareil. Et pour filmer ça, vraiment, plan décadré, déformé, tout est fait pour perdre volontairement le spectateur. Surtout que le cinéaste se permet, malgré un sujet très fort, de mélanger les registres avec une liberté hallucinante. Horreur, érotisme, grotesque, comédie, qui succèdent dans des séquences parfois franchement quasi surréalistes. Œuvre très radicale, qui est très audacieuse aussi, faut le dire. Qui dit énormément de choses, qui est très fort dans sa manière de briser le manichéisme. J'ai vraiment plusieurs fois été surpris par les virages narratifs, quoi. C'est une vraie grosse pépite, très peu souvent mentionnée sur YouTube et qui m'a mis une sacrée claque. Voilà les amis, j'espère que cette plongée dans le cinéma étrange vous aura intéressé, fasciné, que vous aurez découvert des films. N'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne 1€, 2€, c'est que des petits dons qui permettent vraiment de m'aider. Si plusieurs des abonnés s'y mettent, ça change tout. Évidemment, on s'abonne à la chaîne, c'est le plus important. On met la cloche, on s'abonne puisqu'on sort plusieurs vidéos par semaine. On est hyper actif ici, faut s'abonner si ce genre de contenu vous plaît. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.